Bonjour, cette présentation a pour but de vous familiariser avec l'analyse des valves du cœur gauche. Cette analyse sera essentiellement visuelle pour comprendre l'anatomie et les mécanismes qui provoquent les valvulopathies. On ne parlera pas de quantification qui feront l'objet d'une autre présentation. Donc tout d'abord, on va analyser la valve aortique. Pour rappel anatomique, la valve aortique est constituée de trois sigmoïdes. Une sigmoïde antéro-gauche, à proximité de laquelle naît la coronaire gauche, une sigmoïde antéro-droite, à proximité de laquelle naît la coronaire droite, et enfin une sigmoïde postérieure. Sur la gauche, vous voyez une vue chirurgicale. Sur la droite, vous voyez une coupe d'échographie parasternale petit axe, avec les trois sigmoïdes aortiques, donc D pour la sigmoïde antéro-droite, G pour la sigmoïde antéro-gauche et N pour la sigmoïde non coronaire. Et donc, pour se souvenir de cela, eh bien, il faut se rappeler qu'en avant, nous avons le ventricule droit et que la sigmoïde la plus proche est donc la sigmoïde antéro-droite. Dans cette analyse parasternale petit axe, vous voyez une image dynamique à gauche qui permet d'observer l'ouverture et la fermeture des trois sigmoïdes aortiques avec la petite légende que je vous ai remis sur la partie droite qui n'est pas mobile. Donc sigmoïde antéro-droite, celle qui est la plus antérieure, sigmoïde antéro-gauche sur la droite et la sigmoïde postérieure qui est la plus postérieure. Quand on se place dans une coupe parasternale grand axe cette fois, eh bien vous voyez sur ce schéma, on voit dans cette coupe la sigmoïde antéro-droite et la sigmoïde postérieure. La sigmoïde antéro-gauche n'est pas visible, sauf si on fait un mouvement de sonde avec une coupe tronquée. Lorsqu'on recherche un rétrécissement aortique, la première étape est l'analyse visuelle de la valve. En général, cette valve va être un peu calcifiée, donc vous voyez, elle est relativement blanche, et puis elle s'ouvre peu. Les mouvements sont limités d'ouverture valvulaire lors de la systole, et c'est ce qu'on voit sur cette coupe où la sigmoïde antéro-droite et la sigmoïde postérieure ne bougent quasiment pas, donc cela peut faire évoquer un rétrécissement aortique. En apicale 5 cavités, eh bien, vous voyez également un magma calcaire au niveau de la valve aortique, avec des mouvements qui sont très restreints. Le rétrécissement aortique peut être aussi lié à des anomalies congénitales, la plus fréquente étant la bicuspidie. Donc la bicuspidie, on la classe en fonction du nombre de raphées. Le raphée est une membrane finalement qui ne s'est pas séparée pour créer deux sigmoïdes. Donc il existe des bicuspidies de type 0 pour lesquelles il n'y a pas de raphée, c'est-à-dire que d'emblée l'embryogenèse avait prévu de faire uniquement deux sigmoïdes. C'est une situation qui est relativement rare et on appelle ces types 0 soit latérales quand vous voyez que la séparation est verticale, ou antéro-postérieure quand la séparation est horizontale sur notre coupe parasternale petit axe. Ce qui est largement le plus fréquent, ce sont les bicuspidies avec un seul raphée, donc des types 1. Et dans ce cas-là, la dénomination va se faire en fonction de la position du raphée, c'est-à-dire la zone où on aurait dû avoir la séparation des deux sigmoïdes et qu'elle ne s'est pas faite. Donc on peut avoir des types 1 LR, donc L comme left, R comme right. Donc il s'agit d'une fusion en fait de la sigmoïde antéro-droite et antéro-gauche. On peut également avoir une fusion qui s'est faite entre la sigmoïde postérieure et la sigmoïde antéro-droite, donc c'est des NR. Et enfin, une fusion entre la sigmoïde antéro-gauche et la sigmoïde non coronaire, donc c'est des NL. Et enfin, il peut exister, mais c'est beaucoup plus rare, la présence de deux raphées, et donc il s'agit d'une bicuspidie de type 2. Donc là, on va regarder un exemple de bicuspidie de type 1 LR. Donc on a une fusion entre la sigmoïde antéro-droite et antéro-gauche. Donc vous allez voir sur l'image une sigmoïde postérieure qui est très calcifiée et finalement une seule sigmoïde antérieure avec un petit raphée qui s'ouvre. Donc l'analyse visuelle nous permet de suspecter
cette bicuspidie de type 1LR. Un autre exemple qui est relativement fréquent, c'est la bicuspidie de type 1NR, où vous avez une fusion entre la sigmoïde postérieure et la sigmoïde antéro-droite, alors que la sigmoïde antéro-gauche a une forme normale. Maintenant, nous allons passer aux mécanismes qui peuvent expliquer les insuffisances aortiques. Donc, il y a une classification qui se fait en 3 types pour les insuffisances aortiques. Le type 1 correspond à des sigmoïdes aortiques qui ont des mouvements normaux et qui ne sont pas directement responsables de la fuite. Donc ça peut être soit lié à une dilatation de l'aorte, qui peut être soit tubulaire, 1A, soit une dilatation de l'ensemble de l'aorte incluant le sinus 1B, soit une dilatation isolée de l'anneau aortique 1C. Et les mouvements peuvent être normaux de la sigmoïde, mais là, il peut y avoir une perforation valvulaire, notamment dans le cas de l'endocardite, c'est un type 1D. Donc voici un exemple de mécanisme de type 1 avec une dilatation importante de l'aorte ascendante qui va être responsable d'une fuite aortique, alors que les feuillets, eux, sont bien normaux et ont des mouvements normaux, mais l'ensemble de la dilatation de l'aorte va provoquer la fuite. Un second mécanisme de type 1, donc le type 1D, serait la présence d'une perforation dans un feuillet. Donc là, vous allez avoir une image où vous avez un jet visible vertical très excentré qui fait suspecter une perforation ou un abcès autour de la valve. Et une autre image ici où on voit clairement une végétation qui se déplace, qui est pendue au niveau de la sigmoïde antéro-droite. Et donc dans ces situations-là, on va avoir des mouvements valvulaires qui sont normaux, mais avec un jet à l'intérieur d'un feuillet typique d'une perforation. On passe à la classification des mécanismes de type 2. Donc dans le type 2, il y a un mouvement excessif d'une des sigmoïdes aortiques qui va être lié à l'anomalie du tissu de la sigmoïde qui a provoqué un prolapsus partiel ou complet et souvent un jet excentré. Alors, on va voir l'exemple ici dans une coupe parasternale grand axe. Donc, je vous rappelle qu'on voit en haut la sigmoïde antéro-droite et en bas la sigmoïde postérieure. Et vous voyez l'aspect de la sigmoïde antéro-droite qui bombe dans la chambre de chasse aortique à proximité du septum interventriculaire. Donc là, on est face à un prolapsus d'une sigmoïde antéro-droite qui peut être responsable d'une insuffisance aortique. On passe maintenant au type 3, donc, qui sont les restrictions des mouvements des sigmoïdes liés à des calcifications, des infiltrations ou de la fibrose. Et les jeux de la valve étant restreints, ça va provoquer une mauvaise fermeture diastolique et potentiellement une fuite. Donc voilà l'exemple d'un rétrécissement, d'une maladie aortique mixte avec à la fois rétrécissement aortique et insuffisance aortique qui est liée à un rhumatisme articulaire aigu. Et on voit donc une restriction des feuillets qui s'ouvrent de façon limitée, avec une fermeture qui est également limitée parce qu'on voit qu'il y a une zone de non-coaptation au centre des 3 sigmoïdes et un épaississement des commissures, ce qui est assez typique d'une valvulopathie post-rhumatismale. Voilà donc pour la valve aortique, on va maintenant passer à l'analyse de la valve mitrale. Donc un rappel sur l'anatomie mitrale pour commencer. La valve mitrale est composée de 2 feuillets. La grande valve mitrale ou valve antérieure et la petite valve mitrale ou valve postérieure. Les valves postérieures et antérieures sont divisées en 3 segments, 1, 2 et 3, donc A pour valve antérieure, P pour valve postérieure. Et donc le segment 1 est le segment le plus latéral, donc externe. Donc on observe A1 et P1 sur la partie antérolatérale des valves. Puis on observe A2 et P2 sur la partie centrale des 2 valves. Et sur la partie médiale, on observe les segments A3 et P3, donc qui sont à proximité de la commissure postéromédiale.
vous rappelle que les valves sont reliées par des cordages à deux principaux piliers, le pilier postéro-médian et le pilier antéro-latéral. Concernant l'anatomie, on va, à l'aide de découpes d'échographie, comprendre quels sont les segments valvulaires que l'on va pouvoir observer à l'aide de différentes incidences d'échographie transthoracique. Tout d'abord, on va regarder la coupe parasternale grand axe. Et en coupe parasternale grand axe, je vous rappelle qu'on voit les sigmoïdes aortiques antéro-droite et postérieure. Et bien dans le prolongement, on va voir la grande valve mitrale tout d'abord, avec son segment A2, donc le segment central de la valve. Et ensuite, on va voir la petite valve mitrale avec le segment P2. Donc en coupe parasternale grand axe, ce sont ces deux segments qu'on va voir en priorité. Cependant, on va pouvoir dégager les autres segments restant dans cette incidence. Donc, je vous rappelle que A1 et P1 sont situés au niveau de la paroi latérale du ventricule gauche, à proximité de l'auricule gauche. Et donc, quand on est en parasternal grand axe, si on fait un mouvement avec notre sonde d'ultrason qui se déplace en direction de l'épaule gauche, on va aller voir la partie la plus externe latérale du cœur et on va pouvoir dégager A1 pour la grande valve mitrale et P1 pour la petite valve mitrale. Si on fait un mouvement inverse et qu'au contraire on va déplacer notre faisceau d'ultrason vers l'abdomen du patient, on va se rapprocher finalement des cavités droites, la partie médiale de notre valve mitrale, et donc on va pouvoir dégager A3 et P3 et se retrouver à proximité de la valve tricuspide. Si on continue ce mouvement, on va dégager les cavités droites et voir la valve tricuspide. En parasternal petit axe, on va pouvoir analyser également l'ensemble des feuillets si on se met sur la coupe au niveau de la valve mitrale. Donc on va voir les segments médians, donc A3 et P3 à côté de la commissure postéromédiane, puis au centre A2 et P2, et enfin sur la partie externe A1 et P1 avec la commissure antéro-externe. Voilà ce qu'on observe visuellement, et ça nous permet en fait l'analyse de l'ensemble des feuillets, des commissures, si l'échogénicité est de bonne qualité en parasternal petit axe. Si on se place maintenant en coupe apicale de cavité, eh bien, cette coupe va nous permettre d'obtenir une visibilité qui va avoir le plus à gauche en bas la valve P3, puis après il y aura la commissure postéro-médiale, ensuite une partie de la grande valve A2 qui va être suivie de la commissure antéro-externe et enfin de la valve P1. On retourne sur la petite valve. Voilà ce que ça donne de façon visuelle. Donc on voit bien les deux commissures dans les coins et donc P3 et P1 séparés par A2. Maintenant, si on se place en coupe apicale 4 cavités, sur la partie la plus septale, eh bien, c'est la grande valve mitrale. Je vous rappelle que c'est elle qui est en continuité avec la valve aortique. Dans cette incidence, on va voir essentiellement A3 et A2. Et puis, sur la droite, on voit la petite valve mitrale, et c'est essentiellement le segment P1 de la petite valve mitrale qu'on peut observer dans cette incidence. Alors maintenant, on va voir les mécanismes qui permettent d'expliquer les insuffisances mitrales. Donc là, ce sont des images d'échographie transœsophagienne pour bien voir les mécanismes. Notamment, le premier mécanisme de la classification de Carpentier, type 1, ce sont des mouvements normaux. Donc on voit des feuillets valvulaires qui s'ouvrent et qui se ferment normalement. On verra quels peuvent être les mécanismes de fuite observés. Le type 2, c'est l'excès de mouvement. Donc là, vous avez un feuillet valvulaire qui rentre clairement au niveau dans l'oreillette gauche. C'est la petite valve mitrale. Et puis, vous avez
le type 3 qui sont des mouvements restrictifs, donc au contraire, vous avez une valve qui bouge très peu. Là, c'est également la petite valve mitrale qui a des mouvements restrictifs. Donc, dans les mécanismes de type 1, la valve peut avoir un mouvement normal, mais elle peut être notamment perforée au cas d'une endocardite infectieuse. Donc, si on regarde cette première image, on devine juste sur la gauche de l'auricule qu'il y a un trou dans la valve mitrale. Et quand on regarde avec un jet couleur, vous voyez un jet rouge qui s'étend dans l'oreillette gauche, qui est le signe d'une insuffisance mitrale ici sévère liée à une perforation de feuillet. Un autre mécanisme qui peut provoquer une fuite sans anomalie des feuillets, ce sont les fuites qu'on appelle fonctionnelles secondaires, qui sont liées à une dilatation soit de l'anneau valvulaire par une dilatation de l'oreillette gauche, soit par une dilatation du ventricule gauche. Donc on peut mesurer la taille de l'anneau et de la grande valve mitrale en parasternal grand axe. Et globalement, quand on a un diamètre anneau divisé par grande valve qui est supérieur à 1,3, et bien en général, c'est qu'on a une dilatation de l'anneau qui est significative pour expliquer une fuite sur la valve mitrale dans cette situation. Les mécanismes de type 2 de la classification de Carpentier sont des excès de mouvement de la valve. Donc là, je vais vous montrer des exemples de prolapsus de la grande valve mitrale au niveau du segment A2. Donc là, vous voyez que le segment A2 est refoulé dans l'oreillette gauche en parasternal grand axe. Et puis vous allez avoir la même image en apicale, une cas de cavité, où vous voyez au milieu des deux feuilles de la valve mitrale, on a l'impression qu'il y a un segment qui se déplace dans l'oreillette gauche. Et là, c'est également le segment A2 qui a cet excès de mouvement. Une autre anomalie qui peut expliquer une insuffisance mitrale sévère par excès de mouvement, ça peut être une rupture de pilier mitral. Donc là, c'est une image d'échographie transœsophagienne où le patient a une rupture de son pilier antérolatéral dans les suites d'un infarctus latéral par occlusion de sa bissectrice. Et donc la partie que vous voyez au bout de la valve aller de part et autre dans l'oreillette gauche puis dans le ventricule gauche et le bout de pilier suspendu à ses cordages. Dans les excès de mouvement de type 2, on peut également avoir des ruptures de cordage qui sont liées à une endocardite infectieuse. Et là, sur la partie gauche de l'écran, vous voyez appendu à la petite valve mitrale des cordages qui se promènent et donc qui sont responsables des excès de mouvement de la valve et de la fuite. Le troisième mécanisme est un mécanisme restrictif, donc où les feuillets valvulaires vont avoir un jeu qui va être limité. Comme vous pouvez le voir sur cette première image, eh bien, on a deux feuillets qui sont épaissis, qui s'ouvrent peu. C'est le cas d'une valvulopathie post-rhumatismale. On peut observer des choses ressemblantes dans le cas de post-radique et éventuellement des anomalies carcinoïdes. Voici une autre image où cette fois vous avez une grande valve mitrale qui a un mouvement assez convenable. Par contre, la petite valve mitrale est complètement figée avec des mouvements très restrictifs et va être responsable d'une fuite mitrale. Donc voici un aperçu de l'analyse visuelle des valves. C'est un temps qui est très important, qui nécessite une connaissance anatomique. Et il n'est pas à ce stade résumé les quantifications des fuites ou des rétrécissements valvulaires, mais c'était une première approche concernant l'anatomie des valves en échocardiographie transthoracique.